vous propose peut-être qu'on commence, cette, séance de clôture, du séminaire. C'est la séance qui vient clore plusieurs séances qui ont été organisées cette année par l'IFJD sur le thème de la justice face à la guerre. Vous savez que notre séminaire annuel comprend plusieurs séances, thématiques. Donc on a eu l'occasion tout au long de l'année avec, différents, chercheurs, professionnels, de traiter, de 5 sujets, différents. On se retrouve ce soir donc pour, clore ce séminaire et échanger sur les, points, les questions clés qui ont été soulevées durant toute cette année. C'est, le professeur Xavier Philippe qui va commencer, cette séance de séminaire en nous proposant, un rapport de synthèse, même si le mot est un peu plus académique que ne va l'être cette discussion qui a surtout pour but que tout le monde après puisse participer aux discussions en toute connaissance de cause. Donc merci beaucoup Xavier et on vous laisse, nous présenter votre rapport. Bien, merci Magali, vous m'entendez parfaitement là? Oui. Parfait. Alors, je ne sais pas si le terme rapport de synthèse convient, parce que j'ai rajouté évidemment un certain nombre de choses qui sont peut-être un peu plus personnelles sur les réflexions qui ont été menées au cours de ces 5 séances. Mais je voulais, pour introduire ce séminaire conclusif sur justice et guerre, vous faire part de quelques idées que je voulais partager avec vous. Alors, la première, c'est que réfléchir aux relations qu'entretiennent la justice et la guerre, ça peut sembler relever du paradoxe. La guerre s'oppose à la justice en ce qu'elle révèle un échec des tentatives de règlement pacifique des différends, comme l'on dit dans le langage des internationalistes, alors même que, si on y réfléchit, le déclenchement d'une guerre se fait souvent en invoquant la nécessité de répondre à une injustice. Alors ça peut être une injustice de l'histoire, ça peut être une injustice de la géographie, hein, en matière de frontières. On pourrait continuer assez longuement la liste, mais il y a cette idée au fond que la guerre, c'est un moyen de répondre à une injustice, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, comme je vous le dis. Alors la question est loin d'être simple, et en fait, les différents séminaires l'ont révélé tout au long des 5 séances. Et je crois qu'il s'agit de déterminer le sens des mots avant même de s'engouffrer dans une forme d'analyse des relations qu'entretiennent les mots justice et guerre. Et ces 5 séminaires ont, de mon point de vue, révélé combien le sens de ces mots peut être polysémique, mais également combien les relations entre justice et guerre ont évolué, davantage d'ailleurs dans leur conception que dans les comportements qu'elles entraînent. On peut considérer que le procès de Nuremberg, qu'on le veuille ou non, a marqué une forme de rupture avec le passé, dans la mesure où antérieurement, les notions de justice judiciaire, s'entend, étaient déconnectées de celles de guerre ou de conflit armé. Alors, on peut mettre évidemment de côté l'article 227 du traité de Versailles, mais qui n'a jamais véritablement fonctionné. Et les relations ont évolué vers cette idée que la violence des conflits armés ne permet plus de faire n'importe quoi. Il y a quelques années, le CICR avait une affiche qui titrait « Même dans la guerre, il y a des limites ». Et c'est bien cette idée de limite à laquelle l'idée de justice fait référence dans les relations qu'elle entretient avec le conflit armé, qui demeure le centre d'une réflexion qui est encore en construction de mon point de vue. Hein. Il ne faut pas oublier que le conflit armé juridicise un permis de tuer, puisque finalement, il autorise les combattants des deux parties ou des parties à mettre fin à l'existence de l'autre. Alors, cette réflexion nous a amené, en premier lieu, à nous interroger sur la violence dans la guerre. La guerre, que l'on assimile ici au conflit armé, qui est le terme juridique consacré, est par nature violente, puisqu'elle donne le droit de tuer un combattant ennemi, dès lors que l'on est soi-même un combattant et que l'on encourt le même sort. En soi, le recours à la violence armée, c'est donc une anomalie consentie et acceptée comme une dérogation à la règle de justice. Et les historiens nous ont montré à quel point la violence de la guerre a toujours été pensée comme une dérogation à la notion même de justice,
Il s'agit d'accepter l'inacceptable. La guerre légitime l'inacceptable et elle conduit à estimer que cet inacceptable est juste. La justice comme motivation du recours au conflit armé, la notion de guerre juste n'est pas en soi juridique, elle est politique. Et la réflexion qui a été menée, même si elle n'a pas été absente de cette prise en compte de la signification politique de la notion de guerre juste, c'est davantage fondé sur la justice envisagée dans sa dimension judiciaire, ou pour le moins de réparation d'un dommage ou d'une violation commune. Penser la violence de guerre nous a conduit à une réflexion sur le caractère global, graduel de cette violence, mais aussi sur son caractère inévitable. Il y a dans cette violence de la guerre un fondement à la réflexion engagée sur la justice. Plus la guerre est violente, plus elle se matérialise par une forme de recours au conflit dépassant ce que la nécessité militaire exige. Plus la guerre tombe dans une forme d'anormalité. Cette violence inattendue et non nécessaire apparaît au fond être ce qui choque la conscience des observateurs. Et il est certain que la perception qu'on peut avoir de la guerre à l'extérieur du conflit et à l'intérieur du conflit sont profondément différents. Alors, cette violence inattendue et non nécessaire qui apparaît au fond être ce qui choque la conscience des observateurs résulte aussi d'un emballement de la violence de guerre qui n'est pas nécessairement le résultat d'une dimension calculée de la stratégie militaire. Disons que la violence s'impose dans le conflit comme un élément qui permet de garder une certaine forme d'ascendant sur l'adversaire. On n'imagine pas véritablement ce que la violence va être au départ, mais le cours du conflit amène généralement à cette spirale de la violence à augmenter. Et le plus curieux dans cette violence de guerre réside dans ce qu'elle fait reculer les frontières de ce qui semblait impossible et intègre des formes d'injustice qui, aux yeux de ceux qui la perpétuent, n'en sont pas. On assiste à une sorte de poursuite sans fin du résultat, à ramener l'adversaire à la table de discussion, mais par tous les moyens. On revient ici à une formule très clausewitsienne, si j'ose dire, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et il y a une première réflexion sur le lien qu'entretiennent justice et guerre. Où doit-on faire passer la justice dans la guerre? Une seconde interrogation a surgi avec la notion de guerre juste qu'on a mentionnée préalablement, qui est une curieuse association, si on y réfléchit bien, qui consiste à mettre en relation deux mots qui relèvent davantage de l'oxymore que de la justification d'une action armée. La guerre serait juste parce qu'elle défendrait une juste cause. La justesse de la guerre, et non pas sa justice, lui donnerait une certaine forme de légitimité, lui permettant en quelque sorte de s'auto-justifier. Il y aurait dans ce scénario un belligérant juste et un belligérant injuste. S'il s'agit de s'interroger sur la conformité du droit au droit à l'acte de guerre, la confusion entre la justesse d'une cause ne doit jamais être confondue avec la façon dont cette cause est défendue et menée. Et la notion de guerre juste est assez éloignée des comportements à travers lesquels cette cause est défendue. Et c'est bien là le problème. Et l'un des risques majeurs qui reste encore en débat repose précisément sur cette confusion opérée entre, d'une part, l'usage du droit et sa violation comme justification du recours à la force et la façon dont cette force est utilisée. Or, si on y réfléchit bien, il y a là une arme de communication dont les États et les médias, dans leur sillage, ont parfaitement su s'emparer en confondant volontairement le recours à la force armée et la justesse de la cause qu'ils défendaient. Il y a dans cette argumentation une forme volontaire de justification, non pas tant de défendre la cause que d'une anticipation de la justification des moyens qui vont être mis en œuvre pour atteindre cet objectif final de domination de l'adversaire. Car il s'agit bel et bien d'une domination, quel qu'en soit le prix à payer, quoi qu'il en coûte. Les écrits sur la guerre juste, qui ont été développés par de nombreux auteurs, en commençant par Cicéron, Saint-Augustin, plus près de nous, Grotius, ont développé et repris cette logique de justification des méthodes et moyens de combat. On peut combattre
avec ses propres armes et ses méthodes parce que la cause est juste. Et ce phénomène conduit à admettre une forme de logique d'une spirale de la violence qui détruit les règles du jeu que la société internationale a mises en place à l'issue des guerres les plus meurtrières par l'adoption de règles de droit international humanitaire et de règles du droit international pénal. La logique destructrice l'a cependant emporté et l'intensification de la violence s'est emparée du conflit. Alors ressurgit ici la question de la justice à travers une idée simple. Peut-on faire, au nom de la cause juste, et notamment porter atteinte à des intérêts, protéger tout ce que l'on veut? Est-ce que les belligérants se sont engagés à ne pas porter atteinte, puisque c'est de cela qu'il s'agit avec les règles que je viens de rappeler? La guerre se transforme petit à petit en une volonté de gagner en profitant de la faiblesse de l'adversaire. Alors, il existe différentes formes de faiblesse. Ce peut être une infériorité numérique des combattants, un équipement militaire qui est moindre, une moins grande efficacité en matière de tactique de combat. Tous ces moyens et ces méthodes de combat font partie de la panoplie des armées régulières. La difficulté commence à apparaître lorsque la guerre devient asymétrique. Il existe en effet des hypothèses où les moyens militaires suffisent à rétablir une forme d'équilibre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La connaissance du terrain, la mobilité, en constituent évidemment des exemples, comme dans les guerres de guérilla. Mais la frontière est franchie lorsque les cibles ne sont plus militaires et correspondent à des personnes ou des biens protégés. Or, les attaques perpétrées contre ces cibles sont non seulement des violations les plus élémentaires du droit humanitaire, mais elles sont également constitutives de crimes de guerre. Et c'est ici que naît la justice dans la guerre. La violation des lois et coutumes de la guerre demeure une méconnaissance du droit qui doit entraîner une sanction. Ça doit entraîner une sanction. Or, pendant longtemps, les périodes de conflits armés ont été considérées comme des parenthèses où le droit ne trouvait pas à s'appliquer, laissant ainsi libre cours à ce que l'on connaît: impunité, absence de justice, entretien d'une idée selon laquelle ces périodes sont hors normes et donc ne devraient pas voir s'appliquer les règles ordinaires en matière de protection des individus. L'affirmation semble incongrue et elle l'est. Il n'empêche qu'elle a longtemps prévalu et qu'elle laisse tout entière la question de l'impunité, qu'il faut bien reconnaître, existe encore dans nombre de conflits. Et ce fut la troisième interrogation qui anima ce séminaire. Peut-on réclamer la justice pendant la guerre? Faut-il que toute infraction aux lois et coutumes de la guerre engendre une sanction immédiate? Il faut reconnaître que la question n'est pas nouvelle. En ouvrant le procès de Nuremberg, le procureur Jackson avait lui-même défini ces termes de la justice en rappelant que les guerres n'étaient pas des éclipses de l'état de droit malgré leur apparence. Et s'est alors engagée une réflexion sur la capacité du droit à enrayer cette spirale de la violence décrite plus haut et les moyens d'y répondre. Ce sont, au fond, les répétitions des violations, leur impunité, leur caractère savamment orchestré par leurs auteurs pour ne pas être punis, qui ont généré cette recherche de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes d'action afin de pouvoir engager des poursuites. Il ne faut pas l'oublier, certaines guerres se sont transformées en de vastes entreprises criminelles communes dans lesquelles la destruction de l'adversaire, y compris ceux qui étaient protégés, était le but ultime. Et au fond, cette justice que l'on a voulu efficace ou plus efficace qu'elle ne l'était auparavant, a constitué une rupture dans la chaîne de l'impunité. Alors certes, les obstacles sont encore nombreux et le système en construction reste précaire, mais il existe. Et il donne lieu à une transformation des mentalités, tant de la part des victimes que des autorités de poursuite. Certes, le chemin est encore long et les obstacles sont nombreux, mais l'idée d'une justice
s'exerçant à l'égard des droits de ceux qui devaient être protégés, représente un bouleversement majeur dans la logique qui prévalait antérieurement. Tout ne peut pas être fait pendant le conflit, mais les preuves s'accumulent et chaque combattant laissant une trace de son passage et de ses comportements doit savoir désormais qu'une épée de Damoclès plane au-dessus de sa tête et qu'il aura des comptes à rendre si jamais il transgresse les règles du conflit armé et les règles du droit international pénal. La fin du sentiment d'impunité est une donnée qui doit faire partie de la justice dans la guerre. Alors bien sûr, cela peut prendre du temps et les résultats de ce que j'avance ne sont pas nécessairement tous encore probants. Mais les mentalités ne sont plus opposées à cette idée que la guerre est une période d'exception durant laquelle on peut absolument tout faire. La quatrième interrogation au cours de notre séminaire s'est concentrée sur les nouveaux défis auxquels les conflits armés sont confrontés. Leur nombre et leur niveau sont incalculables, mais ils sont principalement gouvernés par la volonté soit de contourner le droit, parce que celui-ci laisse dans l'ombre nombre de nouvelles technologies auxquelles il a du mal à répondre, soit de méconnaître le droit en imaginant de nouvelles formes de violation dont le contenu reste encore en évolution. Le droit présente cet inconvénient d'avoir toujours un train de retard dans les comportements qu'il souhaite appréhender, et les belligérants qui souhaitent échapper à ce droit posent de nouveaux défis au droit des conflits armés et à la justice en temps de guerre en utilisant ces zones grises ou ces zones d'ombre dans lesquelles le droit n'est pas encore intervenu. Le droit d'abord, puis la justice ensuite, ne peuvent pas rester en dehors de ces nouvelles formes de guerre et de combat dont la nature profonde repose sur cette volonté de contournement du droit ou de développement de nouveaux comportements qui viseraient à répondre à une situation inédite par une autre situation inédite. Il semble qu'en la matière, les limites n'existent plus. Cela transforme profondément la nature des conflits, qui ne se limitent plus à des théâtres d'opérations, mais incluent un monde virtuel, les communications en réseau, le développement de renseignements autonomes et une certaine propension à l'innovation destructrice, pourvu qu'elle puisse faire bénéficier une partie d'un avantage militaire sur un autre. Et si nous avons exposé et analysé certains de ces défis, il faut bien reconnaître que nombre de ces défis sont encore à imaginer, ou plus exactement, les solutions à ces défis sont encore à imaginer et à réfléchir. Nombre de comportements qui sont liés, par exemple, à ce qu'on appelle la cyberguerre, ou encore à l'utilisation de nouveaux moyens ou de nouvelles méthodes de combat qui défient ceux qui existaient auparavant, n'ont pas encore de solution sur le plan juridique. J'en termine. L'histoire est ainsi faite que tout a une fin, y compris les guerres. Et qu'il faut alors faire le bilan de cette violence qui est allée crescendo et dont les désastres véritables ne sont perceptibles qu'une fois que les armes se sont tues. La violence du conflit possède une dimension inhumaine, qu'il faut alors tenter par la justice de réhumaniser. Il peut sembler paradoxal de parler de réhumanisation par la justice, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand bien même la folie du conflit armé ne serait de la responsabilité que d'un nombre limité de personnes, ses conséquences irradient l'ensemble d'une société. Il faut alors penser la justice non pas comme une œuvre isolée qui traduirait un esprit de vengeance et de revanche, mais comme un moyen de repenser la société et le vivre ensemble. La justice, dans toutes ses dimensions, ne se limite pas à une opération mécanique et procédurale de recherche de culpabilité et de prononcé de sanctions. Elle implique une opération de reconstruction sociale, une obligation de penser P-A-N-S-E-R, et de repenser, P-E-N-S-E-R, la société dans sa dimension post-conflictuelle. Penser la justice autrement
a été le défi de ce dernier demi-siècle. Si l'on sait que les faits individuels restent imparfaits, il reste une dimension sociale nouvelle qu'il est impossible d'ignorer. Il ne faut cependant jamais s'arrêter de repenser les justices, toutes comme celles et ceux qui pensent la guerre semblent ne jamais tarir d'idées pour la faire sortir de l'encadrement dans lequel le droit veut essayer de la mettre. La justice reste l'un de ces outils destinés à reconstruire un champ de ruines physiques et humaines. Elle ne peut pas tout, ne soyons pas dupes, mais quelles que soient ses imperfections, elle demeure un moyen de penser l'avenir en d'autres termes que ceux du conflit violent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier, pour cette très intéressante synthèse matinée de réflexion personnelle sur les différentes séances qui ont égrené enfin, qui ont été qu'on a réalisé tout au long de cette année, pardon. Alors peut-être que je vais proposer dans un premier temps, c'est que je vais essayer de mettre en exergue quelques points clés du rapport de synthèse de Xavier et permettre à Christian Ingrao et Jean-Pierre Massias d'y répondre, de donner leurs sentiments, de nourrir de leurs champs disciplinaires respectifs, avant qu'on puisse peut-être permettre à l'ensemble des participants de poser aussi des questions s'ils le souhaitent, y compris oralement. Donc peut-être une première question portant sur Xavier au début de son rapport de sa synthèse indiquait que la guerre est une réponse à l'injustice et il soulevait la problématique de la question de faire la différence entre la justesse de la guerre et donc en rebondissant sur la notion de guerre juste avec la problématique de la justice et donc avec la différence à faire entre les moyens utilisés et la cause qui peut être poursuivie par le conflit. Donc, je vous propose peut-être, Jean-Pierre, de commencer à répondre sur cette question, de donner votre sentiment sur cette problématique. Merci Magali et merci à Xavier pour ce rapport de synthèse extrêmement stimulant hein, qui reprend de manière extrêmement précise les grandes étapes de notre séminaire et puis globalement de l'idée qu'il y avait à l'origine du séminaire hein, de tenter de repenser, quel que soit l'orthographe du mot, les rapports entre la justice et le droit. Alors, la question que vous posez, la justice et la guerre, la question que vous posez, elle est intéressante, mais moi, j'aurais tendance à penser que là, on n'est pas dans la justice, mais on est dans la justification. C'est-à-dire que, mais Christian est beaucoup plus savant que moi sur ces questions, mais je ne vois pas de guerre qui ait été engagée sans tentative préalable de justification de sa légitimité. Et de ce point de vue-là, le discours préalable à la guerre sur la justice est un facteur de légitimation, et c'est un facteur de légitimation. Je dirais qu'on utilise des moyens différents, mais de toute manière, la légitimation, elle est universelle. C'est ce que Galtung évoquait sur le terme de violence culturelle. Pour lancer des individus dans une guerre, pour lancer un pays, une société dans une guerre, on a besoin de faire croire à ce pays qu'il faut le faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est la guerre fraîche et joyeuse, c'est la fleur au fusil, c'est Gott mit Hund, c'est pour la patrie et pour Staline. C'est plein de slogans qui viennent toucher les opinions publiques pour les convaincre que, un, la guerre est inéluctable, deux, la guerre est le moyen le plus rationnel et le seul moyen de sauver son pays. Et si on réfléchit à cette tentative de justification, nous ne pouvons pas faire autre chose que la guerre parce que nous sommes en face d'ennemis qui nous veulent du mal et de la guerre est le seul moyen de les détruire. Ben moi, ça me fait quand même beaucoup penser à la théorie de Jacques Semelin sur la rationalité délirante des génocidaires. Les génocidaires construisent leur discours en disant l'autre n'est pas un homme, il est un danger, et nous devons rentrer dans la logique du nous, du eux ou nous. Et c'est la même chose, me semble-t-il, pour lancer une guerre. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que non seulement il faut établir, me semble-t-il, une distinction entre la justification et donc tout ce concept de guerre juste, et de l'autre côté, la justice.
parce qu'on n'est non seulement pas dans un discours de justice, mais on est précisément dans un discours d'anti-justice ou un anti-discours de justice, considérant qu'il n'y a pas ni conciliation, ni égalité entre les parties, que l'on est face à des animaux, à des gens qu'on va déshumaniser dans le discours. Alors, on ne va pas aller jusqu'à les qualifier d'ignénzimes ou de cafards, mais quand même, quand on regarde les représentations de l'ennemi dans ce qu'il faut bien appeler la propagande guerrière, il est souvent représenté comme un monstre particulièrement inhumain, et on va indiquer qu'au fond, on fait la guerre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Comme on indique au Rwanda qu'on va faire un génocide parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, je crois qu'on est vraiment là dans une forme d'anti-justice. D'anti-justice, d'abord au fond, parce que souvent et très souvent, ces discours sont faux, et d'anti-justice, parce qu'au fond, on est dans l'exact opposé de ce que doit être un discours de justice, un discours un discours de compromis, d'application d'une norme et de considération que les deux parties ont la même valeur humaine. Alors, bien sûr que le concept de guerre juste, il existe. Bien sûr que certaines guerres sont plus justes que d'autres. Je dirais que certaines guerres sont plus légales que d'autres. Est-ce qu'elles sont plus justes nécessairement? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut déjà faire très attention à ça. La première interaction que met en exergue Xavier entre le droit, la justice et la guerre, c'est-à-dire la justification de la guerre au nom de la justice, me paraît être une relation extrêmement toxique pour la justice. On est ici dans une justice de justification, si j'ose dire, qui me paraît extrêmement condamnable et extrêmement complexe, parce que c'est, me semble-t-il, l'exacte dénaturation de ce que doit être une considération de justice au sens judiciaire, au sens juridique du mot. Voilà ce que je pouvais dire. Alors après, évidemment, on peut revenir, hein, mais c'était... Merci beaucoup. Christian, je vous laisse aussi répondre à cette question et évidemment nous apporter le regard de l'historien sur cette question aussi de la justesse ou de la justice dans la guerre. Peut-être aussi de savoir si la justesse du conflit a une incidence sur la manière dont on perçoit les moyens qu'il utilise aussi, et donc sur son caractère, sur le respect de la justice qui va avec. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci beaucoup Magali, merci Xavier. C'était très stimulant et j'espère qu'on reviendra sur la fin de votre exposé, de votre bel exposé sur ces questions de réintroduction en fait du lien social par la justice. Je pense que c'est fondamental et pas que fondamental pour les bystanders ou les victimes. Je pense que c'est fondamental pour les bourreaux aussi. C'est être condamné, purger sa peine, faire son temps. C'est aussi quelque chose, et c'est totalement inaudible, même sur tous les sujets, hein, mais c'est totalement inaudible. Mais je pense que c'est aussi, il y a une fonction de réintégration des bourreaux qui se joue dans tout ça. Voilà, j'ai fini par le dire avant d'avoir commencé. Pour revenir sur ces questions de justesse et de justice, Jean-Pierre, tu as grimpé sur le cheval de l'idéalisme et c'était très intéressant, mais je pense qu'il va falloir qu'on revienne au réel. Et effectivement, il n'y a pas de règles qui ne connaissent sa transgression, il n'y a pas de règles qui connaissent ses contournements. Une grande partie de votre corporation de juristes fait d'ailleurs profession de trouver ces contournements. Je pense ici à vos collègues qui font du droit fiscal et de l'optimisation, qui sont là pour évidemment faire tout cela. À côté de cela, j'ai les mêmes, moi, sur le nazisme, c'est-à-dire que, comme vous le savez, les Einsatzgruppen ont été dirigés par des intellectuels, et parmi ces intellectuels, un très grand nombre de juristes. Donc, cette question de la justice et de la justesse, elle est très intéressante, mais ce qui moi m'interroge, c'est qui est là pour dicter ce qui est justice et ce qui est justesse. Qui est-ce qui va, en fin de compte, devenir l'instance qui décide de la chose. Et ceci est parfaitement conventionnel, c'est-à-dire qu'il faut des accords là-dessus, il faut que vous ayez un droit qui se construit. Et
et les protagonistes de tout cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses ici. Ça veut dire, d'une part, il faut qu'on parle de façon toujours historiquement située, c'est-à-dire que les guerres que vous avez, messieurs, que vous avez décrites sont des guerres du XXe siècle et du XXIe siècle. Si je regarde les guerres du XVIIe siècle, il y a beaucoup moins de transgressions, on respecte un peu plus les civils. Alors, je parle au 18e, pas au 17e. Ce n'est pas Grotius, c'est après Grotius, après la guerre de 30 ans. Mais ce que j'essaye de dire là, c'est que on a un mouvement de dialectique extrêmement intéressant et important, me semble-t-il, entre un processus de totalisation de la guerre et un processus de judiciarisation. Et je pense que ça, c'est l'une des choses que l'on essaye qui me semble hyper intéressant. On a toujours l'impression que la justice est en train de courir après le cheval désarroyé de la guerre, avec cette violence qui se radicalise, qui devient de plus en plus importante, à la fois quantitativement, en tout cas sur le 1er et 20e siècle, puis qualitativement depuis. Et dans le même temps, on a quand même malgré tout l'impression que même si la justice court après tout cela, elle est toujours en retard d'une guerre, on va dire un peu comme les Français, on a quand même l'impression qu'en effet, Xavier, vous avez raison de le dire, il y a quelque chose qui est né et qui impacte, qui affecte plutôt, je préfère ce terme-là, qui affecte les pratiques des violents, et qui est l'impunité est un sentiment qui est en train de disparaître. Un exemple très, très fort, très beau, je trouve, très beau, très impressionnant, c'est lors du massacre de Srebrenica, on a maintenant, grâce à l'enquête du NIOD, une vision presque heure par heure du decision-making process, mais ce qu'on a aussi, c'est le fait que les gens ont été tués à des endroits, enfouis une première fois, et puis ensuite, il y a des périodes de désenfouissement et de déplacement des corps. Tout ça sous la vision des satellites espions américains. Et donc, on voit bien, si vous voulez, que les modes de savoir qui se mettent en place sont des modes de savoir qui battent de plus en plus en brèche l'impunité. On sait tous, bien sûr, ce qui se passe à Saïdnaïa à l'heure actuelle. On sait tous, on a tous vu ces photos du toit de la prison avec la neige qui a disparu sur un coin parce qu'il y a ici des crématoires. Nous savons tous que sont en train de se commettre des crimes contre l'humanité qui sont extrêmement importants. Mais voilà, nous le savons. Et nous savons aussi que 30 ans après leur forfait, 30 ans après leur forfait, les criminels de guerre de Yougoslavie ont été, pour ceux qui le pouvaient, traduits en justice. Et donc, je pense que cette question-là, elle est extrêmement importante et que c'est malgré tout, me semble-t-il, une des caractéristiques principales de cette séquence que nous sommes en train de vivre depuis 1905. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, effectivement, on aura le temps, je le dis pour Christian, on aura le temps de revenir ce sera le 3e temps de cet échange sur la conclusion de Xavier sur le caractère collectif, en fait, et les besoins collectifs liés à la justice. Mais peut-être une deuxième question volontairement large pour vous permettre à chacun de répondre en fonction de ses centres d'intérêt, etc., de son champ disciplinaire. Xavier a insisté sur le fait que auparavant les guerres représentaient des parenthèses de non-droit, on va dire, et des moments où tous les moyens et tous les coups étaient permis quelque part dans l'objectif de gagner. Et que aujourd'hui, et notamment depuis le milieu du XXe siècle, il y a une révolution majeure qui est que on va dire au moins la guerre n'est plus perçue comme un moment, n'est plus perçue comme un moment qui devrait être de non-droit. Alors avec aussi les limites qu'on connaît, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, c'est en dépit de cette volonté affichée, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une véritable révolution dans la justice de la guerre, en fait, et y compris
pour répondre aux défis contemporains soulevés par les conflits, donc que Xavier a évoqué également, donc que ce soit la cybercriminalité, mais aussi la question de cette volonté, on l'observe bien aujourd'hui dans le conflit ukrainien, de cette volonté effectivement d'avoir une justice qui se rende alors que le conflit est en cours, ce qui est quand même vraiment nouveau. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que depuis le milieu du XXe siècle, on a affaire à une véritable révolution dans la justice face à la guerre? Peut-être Christian en premier et ensuite Jean-Pierre, allez-y en premier et ensuite Christian pourra rebondir. Euh, la question que vous avez posée, enfin, d'intéressante, et à mon avis, elle rebondit un peu sur ce qu'a dit Christian, sur le fait qu'aujourd'hui, et à partir de Srebrenica, on évoque l'exemple de Srebrenica, il y a des pratiques qui sont directement des pratiques dans la guerre qui sont influencées par la menace éventuelle d'une sanction judiciaire pour ceux qui auraient commis ces crimes. Alors, je ne sais pas tout à l'heure si j'ai enfourché le cheval de l'idéalisme, j'ai plutôt la sensation de faire l'inverse. Et je vais peut-être essayer de continuer en disant que, évidemment, aujourd'hui, on a un développement du discours juridique dans le discours des guerres. Qu'aujourd'hui, le droit devient un instrument ou un élément extraordinairement présent dans la problématique de la guerre. On a bien vu autour du conflit ukrainien, mais avant, autour du conflit yougoslave, comment les considérations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité interviennent extrêmement vite et extrêmement fortes. Elles deviennent un élément de discours extrêmement important des protagonistes, en quelque sorte. Et on se demande même d'ailleurs si les tribunaux ne deviennent pas, pour faire écho à ce que vous disiez sur on rend la justice pendant la guerre, ne deviennent pas des relais de la guerre en disant qu'on va juger pendant le conflit des acteurs du conflit, histoire de montrer leur indignité et l'illégitimité globale du projet qui soutient l'agression. Donc évidemment, et je dirais que pour des juristes, et c'est un des buts de ce séminaire, c'est l'idée de se dire, eh bien, finalement, on est peut-être aujourd'hui en train d'arriver au XXe siècle ou au XXIe siècle à cette enfin reprise de contrôle de la guerre par le droit. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, mais pour tout dire, je crois qu'il faut faire très attention à cette affirmation et qu'il faut avoir une certaine forme de, sinon de scepticisme, en tout cas de relativité par rapport à ça. D'abord parce que quand on dit avant, les guerres étaient des espaces de non-droit, je ne suis pas sûr qu'elles étaient des espaces de non-droit, au sens où les sociétés dans lesquelles se déroulaient des guerres n'étaient pas précisément des états de droit. Enfin, je veux dire, je veux bien admettre qu'on ne respecte pas le droit pendant la guerre de 100 ans. Je crois que les premiers crimes de guerre, on peut les assimiler au massacre des Pages par l'armée d'Henri V et au massacre des prisonniers contre le massacre des Pages par l'armée française. Mais ces sociétés-là ne connaissaient pas vraiment le droit. En tout cas, le droit était une valeur sociale. Excuse-moi Jean-Pierre, mais Jeanne d'Arc a bien été jugée, non? Oui, j'avais été jugé dans un procès d'ailleurs qui a été parfaitement digne de ce que font Wyszynski quelques années plus tard, quelques siècles plus tard. Donc je crois que globalement, on est dans des endroits où la progression du discours juridique dans la guerre, elle me paraît parallèle de la progression du discours juridique dans les sociétés. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut faire. Et c'est, au fond, c'est pas la guerre qui devient juridique, c'est le monde qui devient plus juridique, en tout cas au moins dans son discours. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est justement de montrer que peut-être, le droit devient un élément important, peut-être que la menace d'un procès devient un élément important, mais les vainqueurs en sont déjà très protégés. C'est-à-dire qu'au fond, le meilleur moyen pour échapper à la justice, c'est de gagner la guerre. Et là, vous avez assez peu de risques. Je ne parle même pas des chefs d'État qui, eux, ne vont pas signer, dont les États ne vont pas ratifier les conventions internationales dans ce domaine-là. Mais je crois que globalement, là encore, le droit est un facteur important. On a reproché à Nuremberg d'être le procès des vaincus. Alors, les vaincus méritaient très largement d'être jugés. Je ne suis pas sûr que les vainqueurs ne méritaient pas aussi un peu d'avoir affaire à la justice, et pour autant, ils ne l'ont pas été. Et je ne suis pas sûr que ça a beaucoup changé. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut faire attention. La justice devient un instrument dans la guerre, ou est-ce que la justice devient une arme de guerre dans le discours de la propagande, dans le discours des États belligérants? Ça, c'est une autre réflexion. La troisième réflexion que je voudrais faire, c'est comment dirais-je, d'essayer de montrer, ou faut essayer de se poser la question de savoir, tout à l'heure on a dit,
on va rechercher la justification de la guerre par le droit. Mais je me demande si aujourd'hui, on n'est pas un peu à l'inverse de tenter la justification du droit par la guerre. Je m'explique. Je veux dire par là que le discours qui est produit aujourd'hui sur le fait que le droit devient un instrument très important me paraît aussi un discours produit par les juristes pour tenter de justifier un certain nombre de leur existence et de l'importance de la valeur sociale du droit. Et que je crois que de ce point de vue-là, il faut avoir cette espèce de fonction de scepticisme, de se poser la question de savoir à qui profite le crime ou à qui profite la guerre pour les juristes. Et les juristes peuvent être valorisés, les juges peuvent être valorisés par ces mécanismes-là. Alors bien sûr que le droit est un facteur très important. Et je pense que quand on va revenir à la troisième partie du discours de Xavier sur la nécessité, la fonction sociale de réinsertion et de reconstruction sociale par le droit, ça me paraît important. Mais je crois que moi, je souhaiterais, peut-être comme juriste, alerter la réflexion sur peut-être ne pas tomber dans une forme d'idéalisme qui aujourd'hui considère que le droit devient de plus en plus important et que ça y est, les guerres sont devenues des états de droit ou des lieux de droit. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Et pour conclure, quand Magali parlait de l'évolution du conflit, que vous avez évoqué très justement la cyberguerre, etc., moi j'ai tendance aussi à penser effectivement à d'autres évolutions du conflit que l'on voit se rencontrer sur le terrain. Je pense à ce qu'on va qualifier de guerre sauvage ou de guerre de prédation, dans lequel des groupes armés, je pense à ce qui se passe au Kivu, vont avoir une violence extraordinairement forte, auquel, pour l'instant, le droit n'arrive pas à mettre un véritable blocage. Et de ce point de vue-là, je crois que la question de l'évolution des conflits et de l'évolution de la capacité de la réponse juridique, elle est aussi très importante. Et là encore, comme disait Christian tout à l'heure, je crains que le droit il soit toujours un peu en retard d'une guerre et que ça soit aussi une grande difficulté pour faire face à ça. Et je pense notamment aussi aux sociétés privées de guerre. On parle de Wagner, on aurait pu parler d'autres sociétés qui sont aussi une manière de tenter de détourner la responsabilité des véritables fauteurs de guerre que sont les États de ce point de vue. Mais c'est une réponse un peu volontairement un peu négative, certainement excessive, mais je crois que c'est aussi important de montrer que parfois le droit dans la guerre, c'est un peu Sisyphe. Hein. On pousse la pierre, mais elle redescend toujours un peu et parfois, il faut faire attention à ne pas considérer que la pierre est définitivement au sommet de la montagne. Je crois, Jean-Pierre, que personne ne peut prétendre sérieusement cela. Je peux dirais même que non seulement la pierre n'est pas en haut de la montagne, mais il y a toujours aussi un juriste pour mettre un coup de pied pour la faire redescendre. Hein. Je te rappelle qu'il y a déjà des procès du côté russe, des procès de membres d'Azov. Encore une fois, le droit a été une arme utilisée par les nazis. On le voit très bien. La France a guillotiné à force. En veux-tu, en voilà, des militants du FLN en les appelant terroristes. La question de la dénégation de la guerre fait partie des armes judiciaires et juridiques qui sont extrêmement importantes. Il y a une très belle thèse qui a été faite aussi sur les juristes allemands en France et la façon de réprimer la guerre. Bref, le droit n'est pas d'un seul côté de la justice et de la justesse. Le droit est un instrument à la fois de régulation des relations sociales et un instrument de domination et de prédation. Et ça, on le sait tous. Je pense que ça ne pose pas de problème de le dire. Ce que je trouve très intéressant quand même, parce que je suis désolé, je reste historien, mais tout à l'heure, j'ai mentionné le procès de Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans, et c'est toi qui l'as utilisé. Mais au fond, la première guerre qui a été légitimée par des juristes, c'est effectivement la guerre de 100 ans. La loi Salique, c'est la loi Salique. En 1364, Charles V fait appel à ses juristes pour reprendre la guerre, etc. Donc, je crois que ce couple n'a pas toujours existé. Le couple guerre-droit n'a pas toujours existé, mais ce couplage date au moins du Moyen-Âge et sans doute plus encore du XVe et du XVIe siècle et de la colonisation. Hein. Donc, je pense que tu as raison. On n'est pas censé être idéaliste et il faut quand même essayer de continuer à regarder les choses avec un minimum de lucidité. Il n'en reste pas moins, Jean-Pierre, que je pense qu'il y a de l'inédit à l'heure actuelle depuis une vingtaine d'années. Il y a de l'inédit pour deux raisons. La première des raisons, c'est que la guerre est en train de changer de nature. Elle est en train de changer de nature pour des raisons
pour des raisons de technologie, il y a de plus en plus de drones, il y a de plus en plus de machines, de guerre à distance, etc. Je ne suis pas sûr que ça change vraiment le conflit. Mais ce qui me semble changer beaucoup le conflit, c'est la révolution technologique est en train de transformer les modes de regard de la guerre et leur dissémination. Au sens où, pendant les 20 premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, on a été des centaines de milliers à regarder des vidéos qui étaient envoyées par des dizaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes. Et il y a désormais tout un mouvement associatif qui ne va pas manquer de s'articuler à la justice et qui fait que on date, on localise, on identifie, et il y a de plus en plus il y a une dimension inquisitoire qui est en train de remonter dans les opinions publiques et qui, me semble-t-il, va, en s'articulant avec les questions d'impunité, va pas les questions d'impunité, mais tu vois, avec la montée de la justice, de la justice sociale, de la justice de guerre, je veux dire, va changer encore notre regard. Cela dit, il est évident que tu as parfaitement raison, il y a un point qui est fondamental, c'est bien entendu la justice de guerre pour l'instant est une Siegerjustiz, une justice des vainqueurs. Et cela, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Cela dit, il y a aussi des contre-exemples. Hein. Il y a aussi des procès de torture en Algérie. Il y a aussi des mouvements d'opinion liés à des juristes, liés à, dans les années 50, sur l'emploi de la torture, etc. etc. Donc, tu as parfaitement raison, c'est sans doute le point aveugle le plus important de la question de guerre et justice, mais ce point aveugle, rien ne dit qu'il est définitif. Alors justement, ça faisait aussi partie des questions qu'on a abordées lors de la dernière séance, puisque c'est un sujet que malheureusement, on a souvent l'occasion de traiter à l'IFJD. Donc là, vous évoquiez le fait que la justice de guerre soit une justice de vainqueur. Malheureusement ou heureusement, parfois, il n'y a pas de vainqueur. Et on passe dans des conflits qui se résolvent par des processus de paix et dans lesquels, en fait, tous les combattants sont les vainqueurs parce que tous les combattants se retrouvent décideurs politiques, décideurs institutionnels, et c'est eux aussi qui décident de la justice. Et donc là, autant dire qu'effectivement, quand ce sont les combattants et l'ensemble des personnes qui ont contribué à commettre les violences qui font la justice et qui décident de la justice, il y a effectivement encore moins de justice. Mais ça va nous permettre d'arriver au dernier thème, parce que les rapports de force, ça nous ramène aussi vers des questions plus politiques et donc vers le social et vers le fait que la justice, alors ça peut sembler paradoxal parce que l'IFJD intervient aussi pour aider les victimes, assister les victimes, qu'elles soient victimes de violences sexuelles ou qu'elles soient de manière générale des victimes vulnérables. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il est aussi fondamental en fait de questionner la place prise par les victimes et notamment dans le cœur de la justice transitionnelle parce que finalement presque la justice transitionnelle elle a été conçue, elle est pensée d'abord comme des droits, un droit des victimes des violences de masse, qu'elles soient liées ou pas au conflit, et presque parfois en perdant en fait de vue le fait que la justice elle a alors, j'allais dire d'abord, ça c'est un jugement, mais en tout cas, vous pourrez bien sûr tous commenter, mais elle a d'abord une vocation sociale, de prévention, de rétablissement du lien social, etc., etc. Et donc, c'est l'occasion aussi de se demander, après les conflits, est-ce que la justice doit collaborer à la résolution en fait du conflit, je veux dire la résolution vraiment positive au sens de la reconstruction d'une société nouvelle qui n'ait plus envie ou qui n'ait plus besoin de faire la guerre aux autres ou de se faire la guerre en interne, et aussi peut-être la question des conditions. Là, en fait, dans les discussions jusqu'à présent, on a pas mal évoqué ou beaucoup plus évoqué la justice judiciaire, c'est-à-dire la plus connue, celle où on va juger
juger pénalement les principaux auteurs. Donc, est-ce que c'est cette justice-là qui est de nature la mieux à même en fait de reconstruire du lien social? Donc voilà, en gros, un petit panel de questions que je vous soumets à nouveau à tous les deux. Donc peut-être on va garder le même ordre. Jean-Pierre, vous pouvez prendre. Merci Magali pour cette troisième question, qui est évidemment peut-être la question la plus, enfin, pas la plus centrale d'ailleurs, mais qui est aussi une question extrêmement centrale. Et là, pour le coup, je dirais que j'aurais envie d'avoir un regard plus positif et plus optimiste sur ce que la justice, et plus globalement le droit, a pu apporter dans son interaction avec la guerre. Je dirais que la confrontation justice-guerre, notamment au regard de l'après-guerre ou de l'après-conflit, elle me paraît caractéristique peut-être de points importants. Le premier point, c'est de considérer que la guerre a été ou a fait naître une justice de l'invention. De l'invention, pourquoi? Parce qu'on a inventé des nouvelles formes des nouveaux moyens pour rendre la justice, justement confrontés aux difficultés spécifiques que posait la guerre. Je crois que c'est Lénine qui disait que la guerre était un accélérateur de l'histoire. Je pense qu'elle a été aussi un accélérateur du droit et de la justice, parce que face à la difficulté qu'il y avait à rendre la justice dans des espaces sociaux aussi dévastés, aussi déconstruits, avec un nombre de victimes aussi important, les juristes ont dû inventer des nouvelles formes de justice, notamment les commissions vérité, mais toute une série de mécanismes qui me paraissent être des mécanismes extrêmement novateurs. Donc, premier élément peut-être pour répondre à votre question, c'est l'idée que la justice, la guerre a fait inventer une forme de justice. Deuxième idée peut-être, c'est que la guerre a donné à la justice une fonction d'interpellation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la notion d'interpellation? Je veux dire au fond que même si la justice n'est pas toujours rendue, même si la justice n'est pas toujours, comment dirais-je, que tous les coupables ne sont pas condamnés, et on revient à la justice de vainqueur, tous les coupables ne sont pas condamnés pénalement ou juridiquement, mais ils peuvent être condamnés, je dirais presque indirectement. Indirectement, pourquoi? Parce qu'au fond, la justice, elle pose deux éléments. Le droit pose deux éléments. Un, il pose des mots, il pose des qualifications. Alors peut-être qu'elles ne sont pas retenues, mais on sait aujourd'hui ce que veut dire un crime contre l'humanité, on sait ce que veut dire un crime de guerre, on sait ce que veut dire un crime de génocide. Et on sait que même si un auteur, même si un pays ne fait pas l'objet d'une condamnation, il y a je dirais, une appropriation de ce qu'il a fait au travers des mots de la justice. Et peut-être un des grands avantages ou un des grands intérêts de la justice aujourd'hui de guerre, c'est d'avoir réussi à imposer ce genre de qualification. Justice d'interpellation également, pourquoi? Tout simplement parce que parfois, les principes du droit international renvoient à des éléments qui vont contrarier ce que vous évoquiez, Magali, tout à l'heure, sur les accords, en posant le principe que les amnisties ne sont pas possibles vis-à-vis d'un certain nombre de crimes, et qu'on ne peut pas amnistier des crimes aussi importants que des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, et en posant les principes, par exemple, de la compétence universelle, on montre bien que quelle que soit la volonté des États de faire des petits arrangements entre ennemis, ou entre anciens ennemis, le droit vient rappeler l'inanité de ces arrangements. Et je voudrais citer notamment mon ami Fabian Salvoli, qui est le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies pour la question de la réconciliation et de la sortie de conflit, et de la réparation, qui vient dire ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par exemple, le fameux exemple de la commission vérité qui permettait une certaine forme d'impunité de juridiction pour les coupables, c'est juste une honte vis-à-vis des justiciables aujourd'hui, et ça ne serait pas acceptable aujourd'hui. Comme ne serait pas acceptable aujourd'hui la transition espagnole qui a posé une loi d'amnistie sur les plus grands criminels de guerre et les plus grands terroristes de l'histoire de l'Espagne, c'est-à-dire les franquistes. Donc je crois que le droit a cette fonction d'interpellation qui me paraît, moi, extrêmement importante. Troisième point, c'est-à-dire pour ne pas trop prendre de temps, le droit post-guerre a cette fonction essentielle de réparation, et notamment de réparation vis-à-vis des victimes. C'est, me semble-t-il, les mécanismes de justice qui font apparaître les victimes comme mécanismes de visibilité, qui donnent aux victimes une visibilité spécifique. Alors évidemment, ça s'accompagne d'un mouvement social qui donne aux victimes une visibilité plus importante. Ça s'accompagne peut-être, mais là je vous parle sous le contrôle de Christian, d'une historiographie qui ne s'intéresse plus uniquement à la guerre comme phénomène d'affrontement militaire, politique ou diplomatique, mais qui s'intéresse aux civils, qui peut s'intéresser à l'anthropologie des combattants. Je pense
aux formidables travaux de Stéphane Audouin-Rousseau. Donc, j'allais dire que les victimes apparaissent. Et pour moi, alors là, pour le coup, je serais très favorable ou très marqué par certains procès qui permettent l'apparition des victimes, même quand ces victimes n'ont pas un rôle particulier, qu'elles sont de simples témoins. J'ai l'image encore du procès de Nuremberg, hein, même si la scène n'a pas été exactement filmée, au témoignage de Marie-Paul Vaillant-Couturier venant dire et se placer devant Göring et se placer devant les bourreaux nazis en disant moi j'ai survécu pour être la voix de ceux qui sont morts dans les camps. Et ça, c'est les mécanismes de réapparition de la victime, de réapparition de l'ensemble des dommages que subissent les victimes. Et ça, je crois que le droit a eu une fonction très importante là-dessus. Dernière fonction qui me paraît importante, et c'est là que je suis aussi assez optimiste, en tout cas moins pessimiste que dans ma deuxième réponse, c'est de dire que le droit il a une fonction de reconstruction. Et notamment, et là je suis entièrement d'accord avec Christian, de reconstruction à la fois des coupables, des bourreaux, de ceux qui sont condamnés, et la condamnation est un mécanisme de réintroduction dans une normalité sociale. À la fois de réintroduction parce qu'il y a une sanction, mais une sanction mesurée et des mécanismes de réappropriation de comportements plus tempérés par les auteurs de violences, mais aussi de reconstruction collective. Je pense que la justice, et notamment la justice transitionnelle, et notamment les commissions vérité et réconciliation, posent la question de la violence structurelle, c'est-à-dire des mécanismes structurels qui, dans une société, vont permettre encourager, voire favoriser l'exercice de la violence. Et de ce point de vue-là, la justice devient une forme au travers notamment des commissions vérité, mais sans doute y a-t-il d'autres formes de justice, et peut-être d'autres vont-elles réinventer, non seulement une justice de la condamnation, mais aussi une justice du plus jamais ça, une justice de la réflexion sur ce qu'il faudrait pouvoir mettre en place dans les sociétés pour tenter de faire en sorte que les causes des conflits soient en partie éradiquées. Alors évidemment, là, pour le coup, je remonte sur le cheval des grands principes et un peu de l'idéalisme, mais je crois que, notamment après le conflit, la justice peut avoir ce rôle-là de reconstruction et la symbolique des procès des bourreaux, qui sont à la fois des moments de justice, des moments de sanction et des moments de reconstruction et d'explication, parce que c'est extrêmement intéressant de savoir ce que le bourreau a à nous dire dans son mécanisme d'explication de ce qu'il a fait, pas de justifier, mais d'expliquer. La justice ici est un instrument très précieux après la guerre pour reconstruire une société. Merci beaucoup. Christian, on vous laisse la parole pour réagir à votre tour. Ouais, quand Jean-Pierre enfourche le cheval de l'idéalisme, il l'envoie au grand galop tout de suite. Je pense que je suis plus dialectique que lui, hein, clairement. Je pense que tu as raison, oui, en effet. Il y a quelque chose qui est dans le rituel de réélection, hein, de reconstruction du lien social. La justice a un rôle clé, mais comme elle a aussi un rôle clé dans la mise en place, dans l'identification des victimes, enfin, l'identification des cibles, dans la mise en place des violences, etc. On se retrouve toujours avec quelque chose qui est d'une très grande intensité dialectique, en fait. Hein. Et je pense que là où je pense être d'accord avec toi, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui a changé sur la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Cela dit, je pense aussi que cette dialectique dont nous sommes en train de parler, elle a touché aussi le never again, hein, le plus jamais ça. C'est-à-dire que on a tellement dit never again que la formule est devenue parfaitement incantatoire, hein, dans les faits. C'est never again au Rwanda, never again au Yougoslavie, never again au Kivu, etc., etc., etc. Et donc, il y a malgré tout un phénomène, et donc je pense que le droit et la justice ont leur mot à dire là-dedans, de phénomène de démonétisation du langage et d'un certain nombre de choses qui donnent en effet à la justice une nouvelle fonction qui est une fonction de remonétisation et de réaffirmation d'un certain nombre de choses. Et je pense que ça, c'est très, très important. Mais je pense que la justice a encore beaucoup à apprendre, hein, ou plutôt les organes judiciaires
qui sont concernés par tout ça ont encore beaucoup à apprendre sur ces questions-là, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de la révolution de l'information et de l'enquête qui est en train d'intervenir devant nos yeux, hein, avec des gens qui sont capables, dans l'heure qui suit un bombardement, de dire d'où venaient les tirs, de donner les coordonnées GPS à la fois de la cible et de l'endroit où les choses ont été tirées, chose qui aurait changé du tout au tout, hein, l'enquête sur l'attentat, sur le bombardement du marché de Sarajevo, par exemple. Donc, je pense que enfin, on a encore beaucoup à apprendre de tout ça, et que voilà, la justice, les organes judiciaires en tous les cas, ont beaucoup de matière à réfléchir et à penser pour continuer à évoluer en même temps, et toujours un peu en retard, sur l'incroyable imagination génocidaire et guerrière. Peut-être juste, si vous me permettez, pour réagir à ce que vient de dire Christian, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'idée que les organes judiciaires ont beaucoup à apprendre, notamment d'évoquer ces éléments de preuve qui arrivent quasiment en direct, cette recherche, cette capacité à documenter aujourd'hui la violence de guerre qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que c'est des mécanismes qui sont importants. Je dirais que non seulement les juristes, ils ont à apprendre, mais ils ont à se réformer. Parce que là, on va arriver à une sorte de tension entre l'immédiateté, l'extraordinairement grande importance de la documentation qui va remonter des zones de conflit et le processus judiciaire de contradictoire. Et là, je ne suis pas sûr que le temps du procès, et ce n'est pas une question de juge, mais le temps du procès ne soit pas un écueil à dépasser ou à conserver, parce qu'en même temps, même les génocidaires ont droit d'avoir du contradictoire, hein, mais c'est-à-dire qu'on voilà, est aujourd'hui confronté à une forme d'investigation sur les violences de guerre qui est à la fois formidablement importante, parce qu'elle permet d'éviter qu'on ne sache pas, hein, on n'aurait pas eu Katyn, on n'aurait pas eu ces espèces de mystères qui n'en étaient pas vraiment, mais qui deviennent visibles plus tard. Mais il va falloir que la justice, elle s'adapte. Déjà, la justice, elle s'est adaptée par la création des commissions vérité, et par cette idée que la commission vérité n'a pas le même rapport à la preuve, même par rapport à la vérité, avec les théories d'Alex Borain sur les 3 degrés de vérité. Mais peut-être là, il faudrait aller encore plus. Il va falloir trouver ce point d'ancrage, parce qu'en même temps, la fonction de la justice, c'est aussi de prendre son temps. C'est aussi de prendre son temps, et c'est aussi de pouvoir analyser sereinement et extérieurement. Et voilà. Et alors pendant longtemps, on a reproché à la justice d'être trop lente. Je me souviens de la très belle formule de François Roux, la justice est lente, mais elle est patiente, et elle permet de rattraper des criminels très longtemps après tout, c'est vrai. Mais là, il va falloir que la justice puisse peut-être, le droit, réintroduire de la patience là où l'immédiateté des preuves va créer une forme d'impatience sociale au jugement. Mais voilà, ça c'est un vrai chantier pour la justice de demain, me semble-t-il. Mais ça va dans le sens de ce que tu disais sur la nécessaire adaptation de la justice aujourd'hui à ce cadre particulier. Et moi, je pense que cette question de la différentiel des temporalités entre la temporalité criminelle ou la temporalité de l'histoire et la temporalité de la justice, c'est quelque chose de fondamental, et qu'elle fait partie des fonctions fondamentales de la justice. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Un procureur peut bien mourir, il y en a un autre qui le remplacera. Une enquête peut durer tant, etc., etc., etc. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental en termes à la fois de pratique, et c'est fondamental en termes anthropologiques, en termes de rituels. C'est-à-dire qu'il est des choses qui nous dépassent, nous, êtres humains, et la justice en fait partie. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais juste proposer aux participants du séminaire de réfléchir à leurs questions, leurs commentaires, et d'activer leur main jaune là, s'ils souhaitent prendre la parole, poser une question, faire un commentaire. Et bien sûr, on va laisser Xavier réagir pendant que chacun se prépare, que Xavier puisse réagir aux réponses qu'ont faites Christian et Jean-Pierre à sa synthèse. Merci Magali. Alors, je vais essayer d'être bref, mais il est évident que dans tout ce qui a été dit,
J'aurais eu beaucoup de choses à rajouter. C'était une introduction de synthèse, beaucoup plus que de développement. Mais peut-être quelques points qui me semblent importants de préciser dans ce que j'ai pu dire et qui a peut-être été dit de façon un peu rapide. D'abord, sur la théorie de la guerre juste, je crois qu'il ne faut pas se tromper. La théorie de la guerre juste, lorsqu'elle a été développée par des auteurs comme Cicéron ou plus tard par Saint-Augustin, elle visait finalement à dire qu'il y avait des raisons de faire la guerre, que certaines règles, qui n'est peut-être pas encore des règles juridiques, mais justifiées, comme le respect des alliances ou encore l'interdiction de mener une guerre d'agression. La justesse de la cause, si j'ose dire, était tout simplement justifiée ici par une règle de droit qui n'était pas encore dite. Ce qui est beaucoup plus curieux aujourd'hui, c'est le fait qu'on reprenne cette théorie de la guerre juste pour en faire un argument de justification. Et c'est ça qui me gêne et qui, au fond, à travers le mot juste, on est là probablement d'une querelle sémantique, mais qui a son importance. En utilisant le mot de guerre juste, on essaye de faire croire que la justice est derrière. Et ça, c'est un point, à mon avis, qu'il ne faut pas comprendre. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'idée selon laquelle les conflits armés se dérouleraient sans règles. Alors ça, c'est une idée qui est complètement fausse, et ça a toujours existé, puisque ceux qui travaillent depuis de longues années sur les règles du droit international humanitaire ou le droit des conflits armés, c'est la même chose, savent très bien que les règles coutumières ont existé bien avant les règles écrites. Et qu'au fond, ce qui a changé véritablement, c'est l'universalisation de ces règles après la Seconde Guerre mondiale, avec d'une part la répression des violations graves du droit international humanitaire, c'est-à-dire des crimes de guerre, par le tribunal de Nuremberg et celui de Tokyo, même si effectivement les procédures qui ont été menées peuvent être soumises à critique, mais aussi l'adoption des conventions de Genève de 1949, puis plus tard, au fond, la sanction généralisée qui verra jour dans les statuts des tribunaux pénaux ad hoc et puis le statut de la Cour pénale internationale. Donc les règles de droit ont toujours existé. Moi, ce qui me gêne, c'est de savoir pourquoi les comportements que ces règles prescrivent ne sont pas respectés. Et là, il y a un élément, je crois, qui doit être rajouté, c'est que la violence dans la guerre, elle n'est pas nécessairement immédiate. C'est souvent le temps qui passe dans le conflit qui fait que les parties au conflit respectent moins leurs engagements. Ces parties au conflit savent ce elles doivent faire, elles ne doivent pas faire. Mais au bout d'un certain temps, la violence provient de ce que les comportements sont en déphasage avec les règles de droit que les parties connaissent parfaitement ou qu'elles feignent évidemment de ne pas connaître. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Les moments les plus violents dans les guerres sont surtout les fins de conflit. Et ça, c'est un point, je crois, qui ne doit pas être négligé. Bien sûr, dans nos séminaires, nous n'avons pas eu le temps d'examiner tout, mais il est certain que cette ligne temporelle où la règle de droit devient quelque chose de plus facultatif, entre guillemets, pour celles et ceux qui ne la respectent pas, est quelque chose sur lequel nous devrions réfléchir. Enfin, dernière remarque, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole, que je voulais faire, c'est que la justice, telle que nous l'entendons, elle ne pourra pas tout. Hein. L'échelle des violences qui est commise amènerait certainement beaucoup trop loin ce que peut faire un appareil judiciaire, même un appareil de justice transitionnelle. Et donc, la véritable question pour moi, c'est de savoir ce que l'apport de la justice peut avoir au moment du conflit. Alors, elle fait certainement plus peur qu'elle ne faisait auparavant, cette justice, même pour les personnes qui se considèrent comme auto-immunisées. Jean-Pierre disait tout à l'heure qu'au fond, il vaut mieux gagner la guerre, comme ça, on a à peu près les quasi-certitudes de ne pas être poursuivi. C'est moins vrai aujourd'hui, ou en tout cas, il y a cette épée de Damoclès dont je faisais état tout à l'heure qui existe. Et un jour, peut-être,
eh bien, ces personnes seront jugées. Prenons le cas des dirigeants de la junte argentine. Bon, ils se sont crus immunisés, ils ont même été amnistiés, hein. Ils se sont crus immunisés pendant 30 ans et puis ils ont quand même été condamnés pour crimes contre l'humanité, puis sont morts en prison, hein. Donc, il y a quand même cette menace qui devient beaucoup plus prégnante et beaucoup plus potentielle. Alors, ça ne se réalisera peut-être pas, mais c'est là. Et puis là, évidemment, moi j'ai passé les 25 dernières années de ma vie professionnelle à travailler là-dessus. Je pense que la justice judiciaire ne peut pas tout faire toute seule et que, évidemment, il faut penser la justice autrement. Et penser la justice d'abord pour les victimes, penser la justice en termes de reconstruction sociale, penser la justice pour tout le monde, parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir que les sociétés revivent ensemble, ou que les sociétés revivent ensemble, au pluriel. Merci beaucoup, Xavier. Je vois que François Roux a levé la main. Garrigos aussi. François, on vous écoute. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Je voulais juste réagir sur un point de ce qu'a dit Jean-Pierre. Ce que le bourreau a à nous dire au procès est très important. Oui, je partage tout à fait cela. Et c'est Denis Salas qui disait au fracas des armes, le procès oppose un espace de parole. Je le crois fondamentalement, mais c'est aussi mon problème devant la justice pénale internationale aujourd'hui. L'accusé, vous le savez, est muet parce que nous sommes majoritairement en common law et qu'en common law, l'accusé ne parle pas au procès, faute de quoi il serait obligé de prêter serment et donc les avocats, notamment anglo-saxons, lui demandent de ne pas parler. Et je donne toujours l'exemple, Dominique Strauss-Kahn à New York, on le voit très bien au début de son procès, il cherche à se lever pour parler et son avocat lui appuie sur l'épaule en disant « tu te tais ». Donc ça, c'est un des gros manques de la justice, de notre justice pénale internationale actuellement, qui va jusqu'au symbole que l'on en donne partout, y compris maintenant en France. Je ne supporte plus de voir représenter la justice par la statuette américaine, c'est-à-dire une justice avec les yeux bandés. Chez nous, la justice n'a pas les yeux bandés, elle a les yeux grands ouverts pour essayer de faire émerger la manifestation de la vérité. Alors, essayons aussi de dire que c'est important que le bourreau parle. Et en même temps que je dis ça, vous savez qu'aujourd'hui, avec Bruno Cotte, avec Catherine Mabi, nous travaillons aussi sur la question du procès in absentia, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il ne sera pas possible, ni demain, il ne sera pas possible de juger ni M. Poutine ni d'autres si on ne les juge pas in absentia. Et là, c'est vrai qu'on n'entendra pas la voix des accusés, mais au moins que l'on puisse entendre la voix des victimes devant des juges et pas seulement devant des enquêteurs du procureur. Voilà, donc je termine un peu à l'inverse de ce que j'ai dit, oui et non. Pour moi, le procès idéal, c'est quand même cette rencontre improbable que seul aujourd'hui le procès romano-germanique permet entre la parole d'un accusé et la parole de la victime. C'est ce que nous avons vécu au procès V13. Alors, il faut que nous travaillions là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame Garrigos qui a une question, Jean-Pierre, si vous souhaitez répondre à ce que vient de dire François, qui vous était plus ou moins destiné. Oui, alors moi, évidemment, je suis d'accord avec ce que dit François sur l'importance de la parole du bourreau et la nécessité que le bourreau puisse, l'accusé, qu'il soit bourreau, puisse parler pendant le procès. Ça, c'est fondamental. Et je dirais, ça a été peut-être aussi un des grands apports de la justice que de donner la parole aux accusés, ce qui nous a permis de découvrir parfois la banalité des accusés, parfois leur caractère profond. Je pense évidemment à la constatation d'Hannah Arendt sur le procès Eichmann, qui voit parler le monstre et qui le trouve finalement assez banal. Je pense également à toutes les justifications des criminels de guerre nazis devant les tribunaux et avec la classification qu'avait fait notamment Christian Ingao sur ses attitudes et ses stratégies judiciaires. Mais c'est évidemment absolument essentiel parce que ça nous permet de comprendre, au fond, de résoudre une question qui se pose à nous en tant que juristes, mais aussi aux historiens, j'imagine aussi aux sociologues. C'est la fameuse question de la normalité, enfin c'est la question de la monstruosité. Comment des gens qui a priori nous ressemblent peuvent commettre des crimes qui nous apparaissent incommettables? Comment on peut passer de la banalité de l'homme
à l'extraordinarité du crime. Et je crois que dans cette quête, une quête très, je dirais qu'il y a à la fois une quête intellectuelle, mais qu'il y a aussi une quête morale, une quête personnelle, hein, parce que la question sous-jacente, c'est de dire, bah, est-ce que moi-même, je pourrais devenir comme ça? Eh bien, la parole du bourreau nous aide à comprendre des choses. Donc, évidemment, quand le bourreau peut parler, il doit pouvoir parler. En revanche, le fait que le bourreau ne veuille pas parler et ne veuille pas venir à la barre ne doit pas être un obstacle à la justice. Et dans cette cas-là, ben, si, pour reprendre ton exemple, Vladimir Poutine est mécontent de ce qu'on lui fait dire ou de ce qu'on dit à la barre d'un tribunal qui le jugerait, il n'a qu'à venir pour venir exprimer sa position parce que le procès lui permet justement de le faire et dans une capacité d'écoute qui est importante. Et François, toi qui as défendu des gens dont on pourrait imaginer qu'ils n'étaient pas défendables, je pense évidemment à Douch, c'est aussi un espace très privilégié pour ces personnes-là de pouvoir dire leur vérité. Et ça, je crois que c'est important. Merci beaucoup. Madame Garrigou, je crois que vous aviez une question. Oui, tout d'abord, je voudrais réagir par rapport, si vous me permettez, notamment sur les commissions vérité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les commissions vérité sont plutôt des espaces de parole et de construction et qui n'assureront pas la justice, hein, puisqu'il n'y a pas de tribunaux. Et je voudrais revenir juste en quelques secondes sur la commission vérité qui a eu lieu en Colombie suite aux la signature des accords de paix en 2016. Et ce qui est très intéressant, c'est que compte tenu des gouvernements qui se sont succédés, les accords de paix n'ont pas réellement été mis en œuvre, si ce n'est principalement la commission vérité, ce qui a permis de maintenir cet espoir de paix. Et aujourd'hui, qu'il y a un changement de gouvernement, à la fois, il y a ce document qui est très impressionnant, mais qui a permis de prendre la parole à la fois des bourreaux et des victimes, mais qui en plus ouvre des voies pour la non-répétition. Donc, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'est plutôt de mon observation, notamment depuis la création de la Cour pénale internationale. Vous voyez, on a parlé de la qualification des crimes, et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, les gens les connaissent. Et moi, je trouve que ces 20 dernières années, il y a eu une évolution. Au départ, dans les conflits, les victimes voulaient tout de suite qu'on s'existe la Cour pénale internationale parce qu'elles avaient cet espoir qu'en la saisissant, ça allait mettre fin au conflit. Elles ont compris que ce n'est pas le cas. D'accord. Je pense qu'en 20 ans, elles ont compris que le processus de la justice est très, très long. Elles ont compris aussi que c'était souvent une justice des vainqueurs. Et aujourd'hui, et c'était ma question, j'ai l'impression que on l'a vu en Syrie, on le voit en Ukraine, le fait de se saisir très tôt dans le conflit, d'aller collecter des preuves, des témoignages, ce qu'on a vu en Syrie qui continue d'aller chercher dans les administrations le maximum de documents parce qu'on leur a bien expliqué ce qu'était un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est pas plus que la recherche de justice qu'ils savent qu'ils vont être longs, est-ce que c'est pas une certaine façon pour ces populations qui sont d'une certaine façon pour certaines déshumanisées, qui sont dépossédées, qui se retrouvent dans cette tourmente, une façon de récupérer quelque chose de leur vie, de leur destin et déjà de résister dans le conflit. Et est-ce que c'est pas un rôle finalement qui est majeur pour l'après-conflit? Voilà, c'est ma question. Christian, Jean-Pierre, si vous souhaitez répondre. Belle question, madame, vous avez parfaitement raison. Je pense que il y a, quand on travaille sur la justice, il faut souvent avoir le regard d'un anthropologue, d'une anthropologue, et la question de la récupération de l'agency, de ce qu'on appelle bêtement agentivité en canadien-français, est quelque chose de fondamental. Hein, et effectivement, agir sur ce qu'on a, sur l'expérience dont on a. Mais cette agentivité, cette agency, elle existe dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi cette magnifique photo d'Adolf Eichmann avec sur son bureau pratiquement l'ensemble de la bibliographie possible. Donc, il est à Jérusalem, il est à Jérusalem à ce moment-là et il est en train de travailler sur son propre procès et il a l'ensemble de la bibliographie sur le nazisme sur sa table avec le livre de le livre de Neumann, etc. Et donc, vous avez parfaitement raison. Tout le monde retrouve
tout le monde retrouve des marges de manœuvre et retrouve prise sur la situation avec tout ça. Et c'est fondamental du côté des victimes. Merci vraiment de votre remarque. Peut-être, moi, pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit, madame, continuer notre dialogue, puisqu'on s'est parlé il y a quelques jours sur un autre séminaire, c'est de dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christian sur les victimes et sur la reconstruction et sur le… Je voudrais dire aussi, et vous avez raison de souligner l'importance des commissions vérité, parce que je crois qu'elles sont venues… C'est quand même une histoire assez intéressante, l'histoire des commissions vérité. Vous avez évoqué la commission colombienne, et je crois que c'est de ce point de vue-là peut-être le stade le plus évolué des commissions vérité. Elles ont permis de fonctionner… Le travail qu'a fait cette commission est incroyable. Elle a fonctionné dans un environnement politique dont on sait très bien qu'il n'était pas le plus favorable à ça. C'était pendant la période du Covid, ce qui a rendu aussi les auditions compliquées. Et ils ont pour autant mené leur action jusqu'au bout, et ils ont développé notamment des mécanismes spécifiques de prise en charge de certaines spécificités des victimes. Je pense notamment à ce qu'ils ont appelé la voie amérindienne, pour permettre un traitement, comme les Amérindiens pouvaient l'espérer, des violations subies par les Amérindiens. Donc c'est un facteur incontestablement de progression du droit des victimes, d'amélioration et d'adaptation à la réalité du conflit, parce qu'on sait bien qu'une des difficultés du droit des conflits, c'est de l'incapacité presque, je dirais, physique de pouvoir juger autant de coupables et de rendre justice à autant de victimes. Alors, en même temps, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de considérer que ce n'est pas des instruments qui sont alternatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas une commission comme en Afrique du Sud parce qu'on n'a pas mis en place de tribunal et pour éviter une simple loi d'amnistie, mais on peut mélanger les deux, associer les deux, depuis la Sierra Leone, l'idée qu'une commission vérité et un tribunal pénal spécial ou éventuellement la Cour pénale peut intervenir dans ce domaine-là. Je crois que c'est intéressant, et c'est intéressant parce que ça permet une meilleure prise en charge, notamment des personnes les plus vulnérables. Parce que la vulnérabilité sociale, elle est absolument fondamentale dans le droit post-conflit. Là, je crois que c'est vraiment extrêmement important, et vous avez tout à fait raison de souligner le grand rôle qu'ont eu les commissions vérité dans l'appréhension d'une nouvelle relation du droit à ces situations spécifiques. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un, je ne vois pas d'autres mains levées ni de messages dans le chat. Donc, si plus personne ne souhaite prendre la parole, avant de céder la place à la conclusion, peut-être vous remercier tous chaleureusement d'avoir été présents tout au long de ces séances de séminaire, et vous dire évidemment que le séminaire reprendra l'année prochaine avec une nouvelle thématique autour de nouvelles séances, avec les mêmes partenaires. Je n'en dis pas plus pour l'instant volontairement. Et donc, évidemment, pour la conclusion, je vais céder la parole à Jean-Pierre Massias qui préside l'IFJD, comme chacun le sait, et effectivement signaler aussi pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, le mardi 16 mai, l'IFJD co-organise avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une conférence en ligne qui sera consacrée à la thématique justice pénale internationale et victimes vulnérables, et qui réunira 5 présidents et présidentes de juridictions internationales ou internationalisées, donc avec la chance de pouvoir réunir un tel panel de participants et de pouvoir aussi entendre ainsi leur expérience, les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour au sein de leur juridiction. Donc, sans plus attendre, Jean-Pierre, vous avez la parole pour la conclusion. Merci Magali. D'abord, vous m'avez associé à vos mots de remerciement pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce séminaire cette année, à la fois comme intervenants, comme participants au débat, et puis aussi comme co-organisateurs. Et on est de ce point de vue-là très, très, très content des partenariats qu'on a pu naître et liés. Et on sait que on sera bientôt officiellement, un partenariat est en train de naître entre l'IFJD et une école très prestigieuse qui s'intéresse à des hautes études en sciences sociales, mais je ne dirais pas plus. Et on est très, très fiers de ce compagnonnage-là et de ce développement pour notre futur séminaire. Alors, peut-être pour dire 2 ou 3 mots de conclusion, je serai assez bref parce que, d'abord, j'ai beaucoup parlé, et puis parce que, au fond, les débats qu'on a eus se suffisent un peu à eux-mêmes. Je dirais que, au-delà du droit de la guerre, au-delà des situations et de l'importance que
peut revêtir l'importance sociale des enjeux, parce qu'effectivement, ici, on parle de crimes avec des milliers, voire des centaines, des dizaines de milliers de victimes, avec des mécanismes absolument monstrueux de répression. Je crois que le but aussi de ce séminaire, c'est peut-être d'interpeller aussi les juristes sur la responsabilité que leur donne l'introduction progressive des considérations juridiques dans la guerre. Je crois au fond, et Xavier l'a bien montré, que la guerre devient un espace de développement du droit, qu'elle n'est plus un espace d'impunité. Bref, que les juristes, en tant que tels, ont leur place. Dans la guerre, ils peuvent juger, ils peuvent dénoncer, ils peuvent soulever des questions. Mais je crois que on peut évidemment se satisfaire ou être très heureux de ce développement de la pensée juridique et du fait que la pensée juridique arrive à rentrer dans ces espaces qui lui étaient auparavant fermés, mais ça nous donne une responsabilité, nous, en tant que juristes. Puisque nous sommes amenés à intervenir dans des crimes aussi graves, face à des violations aussi fortes, je crois qu'il faut que nous nous posions des questions sur notre pratique, sur nos pratiques, et surtout sur l'état d'esprit qui doit nous animer quand on aborde ces questions. J'ai toujours en tête l'image de Louis Joinet, c'est pas très surprenant, hein, quand il déclarait, ben oui, les droits de l'homme, c'est pas tellement la tasse de thé des États, mais moi, entre l'État et les droits de l'homme, ben, j'ai choisi mon camp. Eh ben, nous devons, à l'image de Louis Joinet, et c'est une manière de lui rendre encore hommage, choisir notre camp. Choisir notre camp, et choisir notre camp, ça veut dire non seulement défendre les droits des victimes, défendre le droit, mais peut-être réfléchir à la meilleure manière de le défendre. Et me semble-t-il, cette thématique de l'interaction entre la guerre et le droit nous confère un certain nombre de devoirs. D'abord, je dirais un devoir de modestie. Devoir de modestie, pourquoi? Parce que, Xavier l'a très bien dit, le droit ne peut pas tout faire. Et le droit ne fait pas tout. Et il faut accepter que le droit de la guerre, que le droit applicable en période de conflit ne soit pas parfait, ne soit pas parfaitement applicable, ne soit pas parfaitement appliqué, soit d'abord un droit des vainqueurs. Il faut accepter ça, non pas l'accepter, mais en avoir conscience pour ne pas tomber dans ces exercices pathétiques d'autosatisfaction, je dirais normativiste, qui considèrent que parce que la règle est posée, elle s'applique, et puis voilà. Donc je crois qu'on a d'abord un devoir de modestie vis-à-vis de notre propre capacité à agir. On a également un devoir de pédagogie. Pédagogie, pourquoi? Parce qu'on l'a dit, et Madame Garrigos, vous l'avez rappelé tout à l'heure, grâce au droit, on sait désormais ce que veulent dire certains mots. On sait désormais ce que veulent dire certaines qualifications. On sait ce que c'est qu'un crime de guerre. On sait ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. On sait ce que c'est qu'un crime de génocide. Et on sait que ça ne doit pas être commis. Et que c'est particulièrement infamant de le commettre. Et qu'on sait que l'on peut reprocher à un vainqueur d'être aussi un génocidaire, même s'il n'est pas jugé. On a, je crois, par les instruments de qualification que nous donne le droit, une capacité à élever le degré de conscience et de vigilance des sociétés vis-à-vis des pratiques de guerre. Et je crois que de ce point de vue-là, il ne faut jamais négliger que les mécanismes judiciaires ou juridiques, qu'ils soient des commissions vérité ou qu'ils soient des juridictions, sont d'abord des espaces pédagogiques qui permettent aussi de comprendre le droit. Et pour reprendre une formule qui est chère à Xavier, la justice, elle ne se rend pas uniquement, elle se montre également. Et c'est très important de la montrer. Et les juristes doivent participer à cette visibilisation de la justice. Obligation et devoir de modestie, devoir de pédagogie, mais je dirais peut-être et surtout devoir d'imagination. D'imagination, pourquoi? Parce qu'il nous appartient, et il appartient aux étudiants, il appartient aux jeunes juristes aujourd'hui, d'imaginer ce que le droit de la guerre sera. Et le droit de la guerre sera ce que la guerre va devenir. Et on l'a dit, la guerre, elle change. Elle change parce qu'elle devient différente. Elle est faite par des protagonismes différents, des protagonistes différents. Elle est faite par des méthodes différentes. Elle est faite par des acteurs différents. Les dictateurs vont un jour s'adapter, vont tenter d'invisibiliser leurs crimes. Ce que Christian Ingrao expliquait tout à l'heure sur ces fosses communes des victimes musulmanes à Srebrenica, où les bulldozers avaient pour fonction notamment de déplacer les corps pour les rendre inidentifiables et pour faire en sorte que qu'on ne puisse pas accuser les Serbes d'avoir commis ce génocide-là. Je crois qu'il y a effectivement cette course-poursuite entre les pratiques de la violence et les pratiques du droit. Et les pratiques de la violence, elles ne s'arrêteront pas. Et s'il y a eu une victoire avec la création de Nuremberg, et s'il y a eu une victoire avec la création de la Cour pénale internationale, s'il y a eu une victoire avec le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et tous les mécanismes de justice transitionnelle, cette victoire, elle est temporaire. Elle est temporaire et il faut sans cesse se poser la question
de savoir quels seront les instruments les plus performants pour lutter contre ces violences exceptionnelles. Et de ce point de vue-là, et je crois que c'est le grand héritage de Louis Joinet, la justice transitionnelle est un système absolument formidable, parce qu'elle permet de repenser la justice en s'adaptant au crime. Elle permet de dépasser les frontières du positivisme trop strict. Elle permet d'aller plus loin. Et nous devons avoir l'idée que, au fond, peut-être la grand apport de l'interaction entre la justice et la guerre, c'est la capacité désormais que la justice va avoir à s'adapter à cette forme de conflit. Je le rappelais tout à l'heure, Lénine disait la guerre est un accélérateur de l'histoire. Eh bien, heureusement, aujourd'hui, on pourrait dire que la guerre est un accélérateur du droit et de la justice. Et c'est sur ce constat-là que je voudrais conclure ce séminaire. Merci à toutes et à tous.